sans plus tarder, comme on dit de coutume, je vais inviter Anne-Sophie Renaud à me rejoindre. L'idée, c'est de donner la parole à Anne-Sophie Renaud avec sa double casquette de représentante du MEDEF des Hauts-de-France. Et merci, je vais vous passer un micro. Et ainsi que, et par ailleurs, chef d'entreprise, Verdi. Donc vous pourrez... Est-ce que ça marche ? Ça marche ? Ça marche, très bien. Et en fait, je vous abandonne toute seule sur scène. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Mais je suis là, je suis pas loin. Et je vous laisse nous indiquer la vision que vous portez du mécénat, notamment en qualité de représentante du MEDEF des Hauts-de-France. J'ai effectivement cette lourde tâche de m'exprimer au nom du MEDEF des Hauts-de-France. Le mécénat, chez nous, c'est quelque chose d'ancré. Et donc, je suis là pour témoigner que petite ou grande entreprise, très petite entreprise, c'est possible. J'ai une casquette double, donc je sais de quoi je parle. Je suis présidente d'un club de sport, l'un des plus gros clubs de sport de hockey sur gazon dans les Hauts-de-France. Et je suis également dirigeante d'une entreprise familiale qui a cette particularité d'être scindée en plusieurs filiales réparties sur la France entière. Donc des filiales à 10 salariés et d'autres à 50. Et le mécénat est ancré chez nous depuis plus de 40 ans. On en fait en accompagnant des collectifs du territoire principalement, puisqu'on est issus d'ici, pour accompagner au niveau équipement, pour accompagner au niveau sportif, déplacement, pour accompagner également la CEC, puisqu'on fait partie des entreprises qui font partie de la Convention des entreprises pour le climat. Donc on a un panel sportif, mais pas que. Et aujourd'hui, je tiens, alors on m'a dit qu'il y aurait un petit QR code. Je tiens à faire un peu la publicité d'un guide qui sort pour simplifier l'accès au mécénat et vous faire part du fait qu'il est accessible à tous, de 500 à 20 000 euros. On l'a dit ce matin, enfin en début de matinée. Le mécénat, c'est facile. Des CERFA, les associations, les fondations, on n'est pas sur de la grosse disposition administrative. C'est très accessible. Enfin, d'ailleurs, le panel de personnes présentes qui sont là et qui mêlent un certain nombre de mécènes, mais aussi beaucoup d'associations qui viennent chercher des fonds, sont là pour le prouver. Moi, ce que je veux exprimer aujourd'hui, c'est vraiment un peu populariser le mécénat et voilà, vous expliquez que c'est ouvert à tous. Et ce qu'on fait chez nous, c'est qu'évidemment, j'ai la main sur l'enveloppe. J'évite de répondre aux 400 salariés qui me demandent 500 euros pour aller faire la course ceci, la course cela. Par contre, on a des lignes directrices et j'ai par exemple une directrice qui a décidé de faire choisir ses collaborateurs tous les ans 1, 2, 3 projets. Elle a des projets qui s'inscrivent sur la durée et puis elle souhaite que ce soit ses collaborateurs. J'ai des collaborateurs qui viennent taper à la porte pour dire « Moi, ce que je veux faire, c'est du mécénat de compétences parce que je veux aider, alors parfois un club de sport, mais pas que. Je suis compétente, je suis ingénieure, je peux aider à faire pas mal de choses. » Et en fait, le panel qui existe en matière de mécénat, 1, il est accessible, 2, il répond à tout ce que peut apporter une entreprise, que ce soit financier, du temps de bénévoles, du temps de salariés. Et la satisfaction des salariés, pour le coup, elle est grande. Moi, j'ai régulièrement des demandes dans mon bureau, donc on en parle, on échange, on les remet soit l'année d'après parce qu'on a déjà l'enveloppe de distribuer, soit on le fait avec plaisir. Mais
Est-ce que vous auriez, d'une phrase, Anne-Sophie, votre défi dans les 2 prochaines années sur ce sujet? D'ailleurs, avec la casquette tant MEDEF que celle de dirigeante de Verdi, sur le sujet du mécénat. Ouais. Alors, l'instabilité économique, l'instabilité fiscale fait que c'est un grand enjeu, surtout quand on s'engage sur des conventions de 3 à 5 ans. En matière sportive, c'est souvent une Olympiade. Donc, si fiscalement c'est mouvant, c'est un peu compliqué. Et répondre aux enjeux RSE et impact, c'est aussi très important. Donc, comprendre ce que les uns et les autres recherchent et s'aligner avec ce que nous recherchons. Parmi la multitude des projets. Et également, au niveau associatif, diversifier les... J'entends des collectifs de mécènes, mais c'est ça, hein, diversifier les mécènes qui peuvent nous accompagner. Merci Anne-Sophie de ces mots. Je pense qu'on peut entendre aussi, et je tiens à marquer le fait qu'on est très fiers chez Admical d'avoir un tel guide qui, comme vous l'avez constaté, est co-brandé Admical MEDEF pour rendre ce dispositif encore plus accessible pour celles et ceux parmi les entreprises, entrepreneuses qui ne se sentent pas concernées, qui peuvent associer le mécénat souvent aux grandes entreprises. Bon, vous le verrez, d'ailleurs vous le découvrez, les premières clés d'entrée, et c'est à ça que ça sert le baromètre d'Admical aussi, c'est de dire 97% des entreprises mécènes sont des TPE et des PME, donc c'est pour vous, et que 88% d'entre elles soutiennent des projets en local ou en région. Et c'est ça qui vous intéresse aussi, que d'avoir de l'impact et d'être ancré dans vos territoires quand vous aidez. Donc ce guide-là, il fait 8 pages. Si vous allez sur le QR code, il rend le sujet, on l'espère, le plus accessible possible. Bon, le but du jeu, c'est de complètement exploser le plafond des 9% d'entreprises mécènes aujourd'hui dans notre pays. C'était le même chiffre que j'indiquais il y a 2 ans à Lyon. J'en ai un peu marre. J'espère qu'on va pouvoir annoncer un chiffre beaucoup plus important dans la prochaine édition du Mécène Forum. Et ça va passer par la diffusion de ce genre de documents dans les réseaux d'entreprises tels que le MEDEF. Anne-Sophie, merci beaucoup. Encore une fois, et merci du soutien du MEDEF. Et maintenant... j'invite donc Philippe Beauchamp et Patrick Scoffler à me rejoindre. On va avoir un échange. Alors tous les deux, comment... Patrick, je vous invite ici. Philippe, si vous voulez bien ici. Bon, vous êtes des figures de la région. Je crois que tout le monde vous connaît. Oui, vous, aucunement, bien sûr, Philippe, c'est ça. Non, mais tout le monde vous connaît, je pense, ici. Je crois que vos personnalités sont connues et puis les institutions que vous représentez, pas moins. Moi, j'aimerais vous interroger sur... alors, est-ce que vous avez eu le temps de jeter un œil sur le baromètre de la région des Hauts-de-France? Est-ce que je peux effectivement poser la question qu'on avait convenue? Quelle est la donnée qui vous surprend ou sur laquelle vous avez envie de rebondir? Et si oui, Philippe, voulez-vous commencer? Eh bien oui, mais c'est une question qui est tellement facile puisque c'est ce que vous mettez en avant dans ce baromètre, mais c'est la signature de notre région. Je pense que 80-90% des gens qui sont dans cette salle sont de la région des Hauts-de-France. Donc vous parlez à plusieurs reprises de ce que vous avez trouvé dans cette région et peut-être un peu moins ailleurs, c'est le collectif. Donc moi, bravo, votre baromètre est très bien fait, puisque vous avez écrit... D'ailleurs, vous êtes ici, dans une maison, entreprise et cité, où toute la politique mise en œuvre, c'est le collectif, le partenariat, le travailler ensemble. Donc, ce qu'on verra, je peux peut-être déjà en dire un mot, pourquoi ça m'a pas surpris, mais pourquoi vous avez raison. Vous avez par exemple dans cette région 2 premières nationales. Et j'étais heureux d'y avoir participé avec une autre casquette. Vous avez la première fondation publique-privée, la Fondation du Nord,
C'est la première fois que fut créée en France une fondation entre une collectivité locale, le département du Nord, et des entreprises. Puis vous avez une autre première, à l'époque de Pierre de Saint-Ignon, malheureusement parti trop tôt, qui est la Fondation des Possibles, qui était la première fondation interentreprise de France. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut donner comme exemple, comme autre exemple pour mieux coller au fait que lorsque dans votre baromètre, vous dites que ce qui ressort, c'est le collectif, que c'est 2 premières nationales. Merci, et effectivement, vous l'illustrez bien. Et encore une fois, vous avez été artisan de certaines des initiatives les plus singulières. Alors, Patrick, même question. Ce baromètre, quel est le point sur lequel vous avez envie de mettre l'accent avec un exemple dont vous avez une connaissance fine? Alors, la question était prévue, mais par contre, le baromètre, je ne l'avais pas vu, donc c'était plus compliqué. Mais j'en ai pris connaissance quand même avant la table ronde. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'importance de la contribution des TPE et TPE, PME, ETI, et également le fait que, et je pense que c'est très caractéristique de notre territoire et de notre région, le fait qu'il y a également beaucoup de grands groupes qui sont très généreux. Et donc, on le voit avec la différence entre le don moyen et le don médian. Et ça, pour une institution comme la nôtre qui fait appel au mécénat, c'est à la fois une ouverture et une difficulté, parce que autant des grands mécènes, on a une habitude, un habitus de relations, autant le groupe tellement nombreux des ETI et PME, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on aborde, mais avec un effet démultiplicateur qui est très impressionnant. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, Philippe. Dans le registre, le mécénat, c'est financer des associations, mais plein de typologies d'acteurs. Des acteurs qu'on qualifie d'éligibles au mécénat. Et les acteurs publics en font partie. Des institutions publiques bien connues, telles que les orchestres, par exemple. La région, ces derniers temps, en termes de subvention du monde associatif, elle a adopté quelle position? Maintien? Elle a subi et fait subir des contractions? Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, c'est une question, vous allez voir, je ne vais pas être sympa avec l'animateur, c'est une question trop vague. Et je vais m'expliquer, parce que le terme associatif est trop vague. À la région, on finance un tas d'associations, mais qui, je pense, n'ont rien à voir avec ce dont vous voulez parler aujourd'hui. On a par exemple dans l'organisation de l'économie beaucoup d'associations professionnelles qui interviennent pour représenter des métiers, des corporations, etc. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc je vous rassure quand même pour elles, on a maintenu leurs subventions. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Après, vous avez parlé de culture. Vous savez, alors je ne sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui, vraisemblablement oui, la culture, le mécénat. Vous savez que nous sommes la région française qui donne le plus à la culture ramenée au nombre d'habitants. Et c'est reconnu par le monde de la culture au niveau national, voire européen. Alors, on va rigoler un peu, c'est un peu un contre-pied quand Xavier Bertrand avait été élu il y a 10 ans président de région. Vous savez, avec les idées toutes faites qu'on avait encore à l'époque, on n'a plus les mêmes aujourd'hui, mais on en a d'autres, hein, on n'est pas mieux. La droite ne finance pas la culture, la gauche finance la culture. Et ben manque de peau, on a financé beaucoup plus la culture que ceux qui étaient avant nous. Et donc voilà, donc à votre question, est-ce qu'on finance la culture? Oui, toujours autant. Et puis surtout, contrairement à beaucoup d'autres régions, on n'a pas diminué en 2024 ni 2025 le budget de la culture. Après, la politique régionale, ça n'est pas, c'est pour réexpliquer à tout le monde, mais beaucoup de gens ici le savent, mais au cas où il y en aurait qui ne le sauraient pas, nous, on n'est pas sur les politiques où sont le
les plus nombreuses et les associations. Je vous rappelle que les sujets sociétaux, personnes âgées, handicap, malheureusement aide sociale à l'enfance, etc., tout ça, c'est des politiques qui relèvent des départements. Et c'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle nous avions, il y a quelques années de ça, avec Jean-René Le Cerf, qui à l'époque était président du département, accueilli avec intérêt la fameuse Fondation du Nord, parce qu'elle nous permet, à nous, entreprises, de répondre à des... Quand j'étais entrepreneur et que j'étais membre fondateur de cette fondation, à répondre à des choses qui tenaient à cœur de nos salariés. L'aide aux personnes en situation de handicap, comme je l'ai dit, aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, aussi pour les noms des Hauts-de-France et les noms du département du Nord. Dans la salle, vous savez que nous sommes malheureusement... Alors nous sommes le plus grand département de France, ne l'oubliez jamais. Le Nord est le plus grand département de France, mais nous sommes malheureusement aussi, et je peux me permettre au nom de mon ami Christian Poiret, président du département, le département, nous avons le plus d'enfants à l'aide sociale à l'enfance, 20 000 enfants, c'est-à-dire 20 000 enfants auxquels les parents ne peuvent pas, ne veulent pas, ou on n'a pas voulu qu'ils continuent à avoir leur rôle de parents, dont 12 000 enfants qui sont placés. Donc il y a plein de sujets, mais là ils relèvent en l'occurrence pas de la région, plein de sujets où je suis sûr qu'on peut aller intéresser les entreprises sur des opérations de mécénat, conjointement d'ailleurs avec ceux qui sont en charge politiquement du sujet, dont l'outil créé par le département du Nord, la Fondation du Nord. Je me permets d'en parler parce que moi je représente la région, mais moi je représente un territoire, et vous avez ce très bel outil qu'est la Fondation du Nord et qui accepte bien évidemment tous les nouveaux mécènes qui veulent les rejoindre. Merci Philippe. Et dans un second temps de notre échange, rassurez-vous, vous aurez l'occasion de décrire une démarche structurée sur laquelle vous avez envie de porter l'accent. Et là, j'ai une question qui vous concerne tous les deux. Et on va commencer par Patrick. Est-ce que vous avez, de votre vigie d'observation, qui est le rôle que vous jouez à l'Université catholique de Lille, constaté une évolution des relations dans ce trio qui est quand même au cœur de nos discussions là, dans cette édition du Mécène Forum, entreprises, associations, collectivités. L'institution que vous représentez est au croisement de pas mal de ces mondes. Votre analyse de l'évolution des relations dans ce trio ces dernières années, à quoi ressemble-t-elle ? C'est sûr qu'au niveau de la Cato, on est à la fois en lien avec des collectivités, en lien avec des mécènes particuliers et entreprises. C'est vrai que quand on peut arriver vers une collectivité en disant ben, écoutez, on a un soutien sur tel ou tel projet, ça a de l'impact. Et réciproquement, les entreprises considèrent que le soutien d'un conseil régional, d'un conseil départemental ou de la MEL est un gage de sérieux dans les projets qu'on porte. Donc ça, c'est une tendance, c'est sûr. Les partenariats publics-privés, par rapport à ce qu'on disait il y a une dizaine d'années, moi je considère qu'ils ne se sont pas tant développés que ça, en tout cas pas à la hauteur qu'on pouvait imaginer, mais c'est malgré tout une réalité. Ensuite, vis-à-vis des mécénats d'entreprise, moi ce que j'observe, c'est de plus en plus, et c'est tout à fait légitime, d'une part une demande de rendre compte, quel est l'impact du soutien qu'on vous donne, et est-ce que l'argent qu'on vous confie est bien employé? On pourrait dire la même chose des collectivités. On a la même, et c'est tout à fait légitime, la même attention. Et puis d'autre part, et ça c'est un défi pour nous, d'autre part, les entreprises de plus en plus veulent flécher leur soutien sur des thématiques qui leur correspondent, qui correspondent à leur
stratégie, à leur ADN, à leur priorité de marque, etc., etc. Et il faut, en tant qu'institution, qu'on arrive à trouver les bonnes articulations pour répondre à ces demandes, tout en ne faussant pas, en ne biaisant pas les priorités qui sont les nôtres. Alors merci, c'est un point très important que vous évoquez. Philippe, avant de vous poser exactement la même question que celle de Patrick, je souligne que tout à l'heure, nous avons ici même un format qui est dédié à l'éthique du mécénat. Vous évoquez une dimension de l'éthique du mécénat qui consiste à, évidemment, ça s'appelle « on ne badine pas avec l'éthique » tout à l'heure, on ne déconne pas avec l'éthique du mécénat. Un mécène n'a pas à s'ingérer dans la ligne éditoriale d'un projet, quel qu'il soit, qui est soutenu. Ça fait partie des principes de base de la charte éthique dont on va parler un petit peu plus tard dans cet après-midi. Avant notre moment de convivialité, ne manquez pas ce moment-là. Mais je pense que c'est la qualité de la relation aussi qui est conditionnée par ce genre de comportement ou d'attitude. On met ça sous l'appellation éthique. Je pense que c'est le mot adapté. Mais je tenais à mettre l'accent là-dessus. Philippe, même question. Quel type d'évolution vous avez constaté de la relation dans ce trio, sachant que ce trio, vous le connaissez bien sous toutes ses coutures? Oui, alors là, du coup, je vais reprendre plus facilement ma casquette de vice-président à la région. Et en lien avec ce qu'a fait mon ami du MEDEF et par ailleurs, effectivement, présidente du hockey gazon et puis d'un très beau cabinet, je fais de la pub pour elle, Verdi, avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon ancienne vie. Sur un sujet où on intervient directement en faveur du mécénat. Moi, mon boulot à la région, vous l'avez rappelé, c'est VP aux entreprises, à l'emploi et à la formation professionnelle. Et dans le cadre de ce boulot, je visite beaucoup d'entreprises sur un même territoire, de même taille, dans une même activité. Même territoire, c'est important parce que même bassin d'emploi. Et j'ai une entreprise qui me dit bon, le recrutement, c'est pas très facile, mais j'y arrive. Et j'ai une entreprise qui fait exactement la même activité, mais qui est 15 km plus loin, et qui dit, moi, j'arrive pas à recruter. Donc là, on leur dit, vous avez vraisemblablement, de manière très générique, un sujet de marque employeur. C'est-à-dire que vous avez tous conscience aujourd'hui que ce n'est pas l'entreprise qui choisit son salarié, mais c'est le salarié qui choisit son entreprise. Alors bien sûr, cette phrase bien connue caricature un peu, mais doit être vraie 8 fois sur 10. Et donc on dit, pourquoi est-ce que le salarié que vous cherchez choisit l'autre entreprise de votre voisin et pas la vôtre? Et là, on commence à faire réfléchir, y compris avec les dispositifs de la région qu'on a sur l'emploi, Proche Emploi, sur la marque employeur. Et ce qui arrive rapidement dans la marque employeur, alors bien sûr, si le patron est un malade mental qui tape ses salariés, s'il les paye 2 fois moins que le voisin, ben là, on n'a pas besoin de parler de marque employeur. On a trouvé la solution immédiatement de son impossibilité à recruter. Mais allez, là aussi, dans 95% des cas, ce n'est pas la réponse. Donc, c'est qu'il ne donne pas envie. Et s'il ne donne pas envie, c'est parce que notamment, dans le panel de choses possibles, il n'a pas, il n'a pas mis en œuvre un outil qui aujourd'hui est essentiel pour les salariés. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, mais qu'est-ce que je fais avec l'aide de mon entreprise pour des missions à l'extérieur? Donc le fameux mécénat, fût-il comme tu l'as expliqué tout à l'heure, le mécénat avec l'enveloppe qu'a l'entreprise pour soutenir des projets, ou bien le mécénat de compétences. Je suis d'accord pour que 2 jours par mois, tu ailles travailler sur un projet qui te tient à cœur. Sachant que souvent, en plus, quand on parle de main-d'œuvre, on parle souvent beaucoup de la difficulté à recruter, mais je rappelle que l'élément essentiel, c'est avant tout de fidéliser. Puisque quand on fidélise, par définition, on n'a plus, sauf un développement important, de besoins, de difficultés dans le recrutement. Et donc, on a créé, nous, un truc très, très simple à la région, un challenge qui s'appelle « Démarquez-vous », qui aura lieu d'ailleurs dimanche. Vous ne pouvez plus remplir les dossiers, ça s'arrête dimanche. Il y a déjà 300
TPE-PME de la région qui ont rempli leur dossier. Alors pourquoi? Ils veulent pouvoir bénéficier du badge, du logo, démarquez-vous, c'est-à-dire je fais des politiques dont le mécénat est un élément vraiment important pour dire que je suis un bon employeur avec une bonne marque employeur. C'est un outil qu'on a créé, qui est reconnu par tout le monde, les missions locales, les PLI, France Travail, les organisations professionnelles, patronales, etc. Voilà, c'est un bon outil. Et moi, et j'ai fini après, là où je n'ai pas regardé votre truc et je ne le connaissais pas, donc je ne regrette pas d'être venu. Ce qui est essentiel, c'est qu'on arrive à donner aux TPE et aux petites PME du mécénat clé en main. C'est-à-dire que le patron d'une TPE de 15 personnes, et je discute beaucoup avec ces patrons, notamment lors de cette manifestation Démarquez-vous, ils vous expliquent qu'ils n'ont pas le temps, même s'ils ont un salarié qui leur dit « moi j'irais bien travailler pour une asso », ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Donc non seulement il faut leur donner un outil qui est peut-être votre outil pour faire des dons, mais il faudrait aussi que dans la région, et ça rappellera à certains des discussions qu'on avait eues lorsqu'on avait mis en place pendant le Covid un dispositif qui s'appelait Call & Care, comment on peut faire du clé en main de mécénat de compétences pour des TPE, PME. Ça, je crois que vous allez me demander à quoi je rêve dans les 2 ans. Ça doit être la dernière question, comme à ma copine. Eh ben, je crois que je vais vous répondre ça, donc je vous le dis tout de suite. Merci de mettre l'accent sur le mécénat de compétences. C'est le parent pauvre du mécénat aujourd'hui. Notre baromètre qui a cette utilité-là, c'est de marquer ce genre de choses. Il n'y a que 16%, si je ne m'abuse, des entreprises mécènes qui recourent à ce levier. Je peux me permettre, puisque là-dessus, vous avez une très belle association, je suppose qu'elle est dans la salle, ou alors je me pends, qui s'appelle Passerelle et Compétences et qui fonctionne excessivement bien dans notre région, qui vient accompagner des projets. Moi, je les utilise, Passerelle et Compétences. Le président régional me disait, tiens, voilà mon VRP. Ben oui, dès que j'ai une asso qui me dit, j'ai un problème, l'espèce de saut de taille, j'ai plus les outils de gestion, j'ai plus les outils de développement, il faut que je me fasse aider, j'ai pas l'argent pour, est-ce que vous avez de l'argent à la région? Je dis, moi, j'ai pas d'argent à la région, mais j'ai Passerelle et Compétences, c'est-à-dire tous ces salariés qui, par l'intermédiaire de cette association, salariés encore et mis à disposition par des entreprises, ou plus salariés jeunes retraités, ou retraités tout court, viennent apporter leurs compétences à ces associations dans le cadre de mécénat de compétences. Et pour vous expliquer que ça fonctionne vraiment très bien, et après je rends le micro, Passerelle et Compétences, c'est l'association qui a accompagné la fabuleuse chose qu'on a fait dans la région avec la chance aux enfants, c'est quand notre célèbre Gervais Martel, ancien président du RC Lens, a amené 15 000 jeunes des quartiers prioritaires de la ville aux Jeux Olympiques à Paris. Eh bien, tout ce qui a servi à ce truc énorme, parce que 15 000 jeunes, vous avez fait le calcul, 50 par quart, c'est des dizaines, des centaines de quarts, c'est aller les chercher dans les QPV, avoir les autorisations des parents, avoir les autorisations du département lorsqu'ils étaient à l'aide sociale à l'enfance. Et bien tout ça, ça a été fait notamment grâce au mécénat de compétences de Passerelle et Compétences. Merci Philippe. Est-ce que vous considérez que c'était l'exemple que vous vouliez apporter sur une action de mécénat par rapport au temps de parole qu'on s'était attribué? Pareil. Alors Patrick, je vais vous poser la question que j'allais poser à Philippe, mais il a commencé à y répondre. Donc, votre démarche de mécénat à la Cato, comment vous pouvez la décrire un petit peu? Ce qu'elle apporte, quelle volumétrie, c'est quoi sa place? Ben, je dirais que c'est une question qu'on a très souvent quand on rencontre des entreprises qui viennent et qui disent « mais finalement, le mécénat, quelle est sa place à la Cato ?» Il y a une place quantitative, c'est-à-dire que le mécénat nous permet, dans des budgets qui sont souvent très, très, très contraints et très fléchés, le mécénat nous permet de trouver des espaces de liberté pour venir en aide à des étudiants en difficulté, pour lancer des projets sur lesquels le retour sur investissement n'est pas si évident que ça.
Donc cet aspect espace de liberté, il me semble très intéressant. C'est un peu un fond d'amorçage en fait qu'on a avec les entreprises. Et d'autre part, quand on a une action de mécénat financière ou de compétences avec une entreprise, ça nous oblige aussi mutuellement. C'est-à-dire que tous les ans, voire plus fréquemment, on a une clause de revoyure avec l'entreprise et en fait, on en profite pour faire l'état des lieux de tous de tous les aspects de la relation avec l'entreprise. Donc c'est beaucoup plus que du mécénat et c'est beaucoup plus que la signature d'un chèque, encore que c'est important. Mais c'est vraiment finalement un révélateur de la qualité d'une relation. Alors si vous voulez un exemple particulier, à la Cato, évidemment, on a un projet éducatif qui depuis 150 ans est assez affirmé, qui consiste à dire on veut essayer de permettre aux jeunes étudiants de se développer dans toutes les dimensions de leur personne pour devenir des acteurs qui comptent dans leur territoire, dans leur monde du travail, des acteurs de changement, etc. Et pour renforcer ça, on a lancé il y a quelques années ce qu'on appelle un programme humanité qui est basé sur de l'éthique, de l'humanisme, du service learning. Service learning, c'est comment une activité de service dans le cadre de la formation permet d'aller plus loin. Et ça, les différents modules qu'on a proposés ont été à 100% financés par du mécénat parce qu'on ne trouvait pas. On aurait pu sans doute trouver les moyens sur nos budgets de fonctionnement habituels, mais ça nous aurait pris 10 fois plus de temps. On a pu lancer ça grâce à l'aide du mécénat et on a montré que ça marchait. Et alors ensuite, c'est la valeur d'un fonds d'amorçage. Ensuite, ça trouve son équilibre. Oui, je crois que c'est très emblématique de ce rôle et j'aime bien l'expression que vous utilisez, c'est un espace de liberté que le mécénat permet d'ouvrir aussi. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la durée du soutien ? Ah oui, ça c'est dans les signaux forts. On est sur... alors, de fait, les entreprises ont de moins en moins de visibilité à moyen terme et donc on est sur des durées d'engagement qui sont plus faibles, ce qui ne veut pas dire qu'au final, il y a un zapping des entreprises. On a un certain nombre et beaucoup de mécènes qui renouvellent leur engagement, mais à la différence d'il y a quelques années où ils pouvaient s'engager sur 5 ans, là, très souvent, ils disent, écoutez, on s'engage sur 1 an, voire 2, mais avec et on verra comment évolue la conjoncture pour voir comment on peut s'engager plus durablement. Ce qui veut dire que ça a une vraie incidence sur la clause de revoyure. Hein. Alors, ça, de toute façon, ce n'est pas un problème, mais en termes de visibilité, c'est plus compliqué pour nous. Et puis, en termes d'administration, quelque part, le coût de fonctionnement de cet appel à mécénat, ça a un coût également. Oui, évidemment, ce n'est pas neutre. Voilà. Merci Patrick. À tous les deux, j'ai une question qui est... Bon, on est sur un sujet éminemment politique, celui du mécénat, parce qu'il y a de l'argent public, il y a le partage de la richesse, si on peut le qualifier ainsi, qui est le profit généré par une entreprise en fin d'exercice, dont les dirigeantes et dirigeants décident d'allouer une part pour soutenir l'intérêt général. C'est hautement politique. Et de ce point de vue, est-ce que l'un comme l'autre, vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand les conditions sont strictement respectueuses du cadre juridique et fiscal du mécénat et de son cadre éthique, le mécénat est une dépense publique efficace? Alors je ne sais pas lequel de vous deux veut rebondir là-dessus. Alors évidemment, je suis un peu situé, hein, comme on dit en sociologie. Ceci dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de démocratie participative. Je vois dans ma commune, il y a on appelle
les citoyens à voter sur un certain nombre de projets. En fait, le mécénat, ça permet à des entreprises ou même des particuliers, je dirais volontiers, de donner du sens à leur impôt. C'est-à-dire de décider qu'ils préfèrent orienter sur telle ou telle cause. Et je pense que ça a cette vertu, ça donne du sens à l'impôt, alors que la plupart du temps, les entreprises comme les particuliers payent leur impôt sans savoir exactement quels seront les destinées, les arbitrages qui seront faits. Et d'autre part, en termes de subsidiarité, c'est un impôt et ce sont des fonds publics sur lesquels il y a une traçabilité, il y a un rendu compte, comme je le disais. Et donc ça, je pense que c'est aussi une garantie d'une bonne utilisation des fonds publics. Philippe ? J'ai pas de regret de t'avoir donné la parole en premier, puisque tu as dit exactement ce que j'aurais dit, surtout sur la première partie. L'argent qui est dans les entreprises l'ont gagné. Donc jusqu'à preuve du contraire, ils en font ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent en donner une partie dans le cadre du mécénat, avec ou sans défiscalisation, parce que c'est un choix aussi, hein. Il y a des gens qui donnent et qui ne défiscalisent pas. On en a connu beaucoup, je crois, même si on les critique un peu en ce moment, lorsqu'on avait une cathédrale qui a brûlé. 17% des entreprises qui font du mécénat ne déclarent pas leurs dons. Voilà, donc c'est l'argent que l'entreprise a gagné, elle en fait ce qu'elle en veut. Et sur les particuliers, là c'est encore pire parce que l'entreprise a payé l'impôt, on a distribué, le particulier a payé l'impôt, donc le particulier fait ce qu'il veut du reste de l'argent qu'on lui laisse. Et je trouve, comme dit Patrick, on en parlait d'ailleurs ce matin sur un tout autre sujet, sur le fait que, heureusement pour vous, nous n'avons pas été beaucoup bloqués aujourd'hui, journée de manifestation, parce que nous avons en France des syndicats très faibles. Et les pays où les syndicats sont plus forts, c'est notamment les pays comme l'Allemagne. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais ça l'a été longtemps, où on choisit, lorsqu'on fait sa déclaration d'impôt, quel syndicat on va financer, puisqu'on finance avec une partie de ses impôts un syndicat. Et donc on a en Allemagne des syndicats de salariés beaucoup plus forts, et plus c'est fort, plus on peut discuter. Il n'y a rien de plus... de moins efficace que de discuter avec quelqu'un qui n'a que peu de pouvoir. Donc, on doit garder ce choix d'amener son envie de participer à des causes avec l'argent dont on dispose. Et qu'après, il y a un contrôle public sur ces sommes. Alors, à la région, j'en terminerai par là, on fait des actions où on va chercher des mécènes privés, j'en ai pas parlé. C'est pas les finances majeures de la région, mais on l'a fait justement pour les Jeux Olympiques avec une team Hauts-de-France où on a soutenu d'ailleurs la seule médaillée en athlétisme qui était soutenue par la région et par les mécènes qui étaient venus s'agréger au dispositif régional et qui ont donc aussi pu voir que leur argent avait été bien utilisé. On le fait dans la culture, on l'a fait notamment dans la Galerie du Temps que vous connaissez pour la plupart, cet extraordinaire musée du Louvre-Lens, qui a été en grande partie, qui est financé à 90% par la région, hein, c'est un musée régional, et dont la Galerie du Temps a été en grande partie financée par des mécènes, la nouvelle Galerie du Temps, celle qui vient d'être renouvelée il y a 1 an et demi ou 1 an, je ne vois pas le temps passer, mais peut-être pas plus d'1 an quand même. Puis voilà, on a des beaux lycées hein, à la région. Vous savez qu'on est propriétaire de lycées. On a des très beaux lycées, monuments historiques. Et donc, pour les rénover, on va aussi chercher des mécènes qui nous accompagnent dans la rénovation de ces bâtiments pour en assurer la continuité. Voilà quelques exemples du mécénat d'accompagnement de la région sur le territoire des Hauts-de-France. Merci Philippe. Alors avant de proposer à la salle d'interroger nos deux amis, est-ce que l'un comme l'autre, d'une phrase, comment vous libelleriez le défi des 2 prochaines années qui serait le vôtre ou celui de votre institution sur le sujet du mécénat ?
Patrick. Ben nous, on ouvre une nouvelle campagne de mécénat. On vient de clore la précédente. Et donc, pour moi, le défi, c'est de réussir à lancer cette campagne en intéressant les entreprises autour de plusieurs axes. Mais il y a l'axe de la vie étudiante et du bien-être étudiant. Il y a un axe également sur la santé et le vieillissement qui à mon avis, peut vraiment faire écho. Et d'arriver à casser l'image que l'Akato n'a pas besoin de soutien en mécénat parce que l'Akato est riche. On a vraiment une population étudiante qui est en souffrance pour une proportion d'entre elles. On a des besoins de soutien pour lancer des projets nouveaux. Et donc ça, c'est à mon avis le défi pour les 2 prochaines années. Moi, j'ai 2 défis pour les 2 prochaines années, un par an. Celui que je vous ai exprimé tout à l'heure, qui n'est pas un défi avec ma casquette de vice-président à la région, mais qui est un défi à nous tous dans cette salle. Comment fait-on pour que les TPE, PME, et c'est un défi qui ressort de votre baromètre pour la région de France, s'investissent plus en mécénat financier ou de compétences? Et le deuxième défi que je me lance aujourd'hui, c'est pour la région et pour les projets portés par la région que j'arrive dans les 2 ans à venir à piquer tout l'argent que les entreprises donnent à l'Akato. Ok, bon, vous allez rester copains quand même. Des questions dans la salle avec ce qui vient d'être évoqué sous différents angles. Je pense que c'est précieux d'avoir cette occasion-là, que de les interroger. Alors, Katia, qui d'autre ? Qui d'autre ? Alors, c'est plus qu'une question. Tu m'entends ? On t'entend. C'est surtout une remarque et surtout un témoignage. Donc, moi, je suis la directrice Impact du groupe Positif. On est donc mécène de l'Akato depuis maintenant, je crois que c'est 3 fois 3 ans, donc 9 ans. Donc, on parlait de la longueur du mécénat et combien de temps on s'engage. Nous, on s'engage sur 3 ans. Et je pense que 3 ans, c'est important. C'est un bon délai pour pouvoir donner du temps au projet à se développer et pour permettre aussi aux projets comme ceux-là d'avoir une visibilité à long terme pour pouvoir vraiment prendre toute l'ampleur qu'il faut. Donc, l'engagement des entreprises sur du long terme, c'est important et je prône ça souvent. Voilà. Merci. Qui souhaite interroger Philippe ou Patrick sur ce qui vient d'être partagé jusqu'à maintenant? Et le temps que des mains se relèvent, parce que ça ne va pas tarder, j'en suis sûr. Philippe, pour info, sur le mécénat de compétences, ce qui peut être vu de façon... c'est compliqué, il y a du droit social, en plus, droit fiscal déjà, c'était bon. Il y a du droit social en plus dedans. Waouh, c'est quoi cette usine à gaz? C'est pas si compliqué que ça, il y a des points de repère à avoir. Tu évoquais un acteur sur le territoire qui est très emblématique sur le sujet. Je rappelle que le rôle d'Admical, c'est de préserver ce régime et de le rendre plus facile. Les entreprises de moins de 5000 salariés avaient encore l'impression, fausse, mais entretenue par le Code général des impôts et le Code du travail, que quand elles avaient moins de 5000 salariés, elles ne pouvaient pas recourir au mécénat de compétences. Ça, c'est déverrouillé. C'est une part du travail de représentation d'intérêt d'Admical qui l'a permis. Et je tiens à insister là-dessus. On a fait passer la durée de mise à disposition des salariés de 2 à 3 ans. Vous imaginez la possibilité maintenant qui est devant nous que de mobiliser ce mécénat de compétences, que ce soit en début, en milieu ou en fin de carrière, où il y a des fins de carrière absolument formidables qui peuvent être organisées pour se mettre au service des associations des territoires. Donc c'est le rôle d'Admical que de porter ça, de préserver le régime, de le faciliter, et ça a un coût pour bien faire ce travail. Oui, simplement pour rebondir là-dessus, c'est comme les dons où tu as donné le chiffre de 17% des dons qui n'étaient pas défiscalisés. Quand on parle de TPE, PME, il faut surtout faire du mécénat de compétences sans rentrer dans le système du mécénat de compétences, qui est beaucoup trop compliqué. Il faut laisser un de ses salariés aller 1 jour, 2 jours par mois, mais sans vouloir obligatoirement en tirer l'avantage fiscal, social. C'est un élément de la marque employeur, c'est un élément vous savez,
on va permettre d'améliorer une marque employeur. Combien ça coûte de faire travailler un chasseur de tête, hein, pour trouver un salarié qu'on ne trouve pas depuis des années et qu'on trouvera peut-être plus facilement. Car grâce à cette politique, la note sur Indeed, elle sera meilleure, les commentaires sur Instagram, ils seront bons, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est pas du calcul. Moi, je suis avocat fiscaliste à la base, hein, pendant 20 ans. Donc, on a un défaut en commun. Hein, voilà, je sais qu'on a ce défaut en commun. Faut pas tout vouloir tirer au maximum de la quintessence de ce qu'on peut faire. Il faut aller chercher je dirais, les avantages non immédiatement chiffrables. Et pour nos anciens, tout à fait, confrères, on a cette qualité en commun. Parce que c'est important que d'avoir aussi ce savoir-faire pour rendre très audible ce dispositif du mécénat. Il n'y a pas que la fiscalité, c'est très important. Dans le mécénat de compétences, il y a un petit peu de droit social, donc il faut faire gaffe, il ne faut pas se rater. Et encore une fois, il y a un corner juridique qui est à votre dispo et on a 2 juristes, dont l'une qui est particulièrement affûtée sur le mécénat de compétences. Et demain, on a un atelier qui est dédié au sujet. Vous allez être équipés d'ici demain sur ces dimensions. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais nos 2 invités, en fait, ont soulevé... Ah, merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je travaille à l'ENS de Lyon et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur cet espace de liberté que permet le mécénat. Mais que répondre à un des arguments anti-mécénat, on va dire, qu'on entend souvent, qui est pour les institutions publiques qui se lancent dans la collecte, comment faire pour que le mécénat ne soit pas une confirmation ou une validation du désengagement de l'État sur certains financements. Que répondre en fait à ceux qui disent qu'aller chercher dans le privé, c'est confirmer le fait que le public n'a plus besoin de financer autant? Alors, je suis un peu mal placé pour vous répondre parce qu'on est acteur privé non lucratif d'intérêt général et donc si on ne comptait que sur les fonds publics, je crois que le soutien par étudiant et par an du ministère de l'Enseignement supérieur à un étudiant de la Cato varie entre 300 et 600 € par étudiant et par an suivant les filières. Donc on aurait mis la clé sous la porte il y a très longtemps déjà. Donc nous, notre argument, c'est au contraire de dire que le soutien qu'on peut avoir par le mécénat permet pour partie de contrebalancer notre exposition aux frais de scolarité qui sont une vraie barrière à l'entrée pour un certain nombre d'étudiants et de familles. Pour ce qui concerne les établissements publics, moi je comprends bien qui recherchent le mécénat. Je pense que l'argument de dire ce n'est pas qu'une affaire financière, c'est aussi un lien à l'entreprise. Ça reste valable. Et puis d'autre part, je pense qu'il ne faut pas confondre la poule et l'œuf. Hein. C'est pas le mécénat qui amène le désengagement de l'État, c'est plutôt la baisse des dotations d'État qui amène les établissements à essayer de trouver d'autres ressources. Donc je pense qu'il y a un défaut de logique dans la question qui est posée. Hein. Mais on l'entend, hein. Combien on l'entend du côté de certains de nos adhérents, côté porteurs de projets, en disant en fait il y a un glissement, faut-il s'en inquiéter? Et on leur répond ce que vous venez d'indiquer. Philippe, je crois que vous voulez rebondir. Et ensuite, oui, mais c'est François qui dira un mot sur le sujet. De Biès, notre président. Pardon, excusez-moi. C'est un peu, on revient un peu à la question d'avant sur, ou plutôt à notre réponse d'ailleurs à Patrick et moi-même sur la liberté que ça engendre. Il y a une première question de base que personne ne veut se poser en ce moment, rassurez-vous, ça va être très court. Est-ce qu'on veut vivre dans la même société que celle dans laquelle on vivait en France, c'est-à-dire garder le même système social? Parce que trouver de l'argent, c'est très simple. On peut en trouver demain matin en changeant notre système de retraite, en changeant notre système de santé, etc. Bon, si on est d'accord là-dessus, qu'on doit garder ce système tout en faisant bien évidemment les améliorations
à la marge, ou pas à la marge d'ailleurs, eh bien, on doit prendre comme étant un paramètre le fait que l'État, voilà, a moins d'argent qu'avant, puisqu'il faut qu'on se désendette. Mais on a deux options, puisqu'on doit rembourser une dette. Soit l'État nous prend encore plus de blé par le biais des impôts, soit il y a une partie des dépenses qui, de manière mineure, qui passe de l'État au privé. Et le mécénat me paraît être une bonne réponse, parce que moi, je préfère qu'on n'augmente pas mes impôts, mais qu'on me laisse avec l'argent, une fois de plus, que j'ai gagné, sur lequel j'ai payé des impôts, sur lequel la société qui m'a payé a déjà payé des impôts, etc., qu'on me laisse utiliser cet argent comme je l'entends. Donc c'est ça la question. Si l'État se désengage, c'est parce que les moyens sont moins importants. Il peut effectivement, et c'est tout le débat d'aujourd'hui, vous le connaissez, avoir une baisse des dépenses, mais il peut aussi malheureusement avoir une augmentation des recettes. Si on augmente les recettes tout en baissant la dépense, on aura moins besoin du privé, mais le privé, dans ce cas-là, ne choisira pas là où il veut mettre son argent. Et moi, je préfère qu'on me laisse choisir tout en n'augmentant pas mes impôts. C'est dit. François de Biesse, que tout le monde connaît ici, président d'Amical. Tu voulais réagir? Oui, je voudrais réagir parce que je pense que cette question est absolument fondamentale aujourd'hui et je suis assez en phase avec ce qui vient d'être dit par nos deux intervenants. Dans les années 80, Jacques Rigaud, le fondateur d'Amical, avait coutume de dire « Le mécénat n'est pas là pour faire les fins de mois d'un État impécunieux ». Eh bien, je pense que cette phrase, elle n'est plus vraie aujourd'hui. En tout cas, il est très important de retirer le mot impécunieux. Je pense que les choses ont évolué. Je pense que les ressources se distribuent différemment. Je pense que l'État n'arrive plus, je ne sais pas qu'il se désengage ou avec une volonté quelconque, n'arrive plus à faire face à tous ces engagements. Et je crois que l'avenir, il est fondamentalement à une collaboration, à une convergence entre l'approche de mise à disposition de ressources par le public et celle mise à disposition de ressources par le privé. Ce qui me semble manquer aujourd'hui, c'est une réflexion concertée sur ce que nous sommes, ce que nous avons envie d'être, sur la société dans laquelle nous avons envie de vivre, sur ce vivre ensemble qui aujourd'hui semble véritablement bien chaotique et bien chahuté. Je pense qu'il manque un discours politique, je pense qu'il manque une concertation, je pense qu'il y a besoin de travailler toutes les parties prenantes sur ce sujet-là de la société dans laquelle on a envie de vivre demain, et la répartition des ressources viendra très naturellement. Amical fait partie d'un groupe qui s'appelle la Coordination Générosité, dans lequel il y a 10 institutions, Amical, le CFF, France Générosité, l'AFF, les entreprises pour la cité, IDEAS, le don en confiance, le mouvement associatif et un esprit de famille. Donc 10 institutions. Ce n'est pas tout notre petit microcosme, mais c'est une bonne représentation de cet écosystème qui travaille à une réflexion commune, parce que ces institutions, elles ont été jusqu'à maintenant dans une approche qui a été un petit peu parcellaire, un petit peu isolationniste, et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de travailler ensemble. Mais ce travailler ensemble, ce n'est pas uniquement tous ceux qui portent ce monde du partage, du mécénat, de la philanthropie, mais c'est un partage avec ceux qui ont vocation à l'encadrer, à le contrôler, à l'orienter, c'est-à-dire la puissance publique, ceux qui sont les opérateurs qui vont mettre en œuvre des projets qui vont permettre à la société de changer, c'est-à-dire les associations, et puis un certain nombre d'autres parties prenantes qui peuvent participer à cette réflexion sur l'intérêt général. On a obtenu le principe de la création d'une journée qui au départ devait s'appeler la journée de la générosité, mais qui s'appellera finalement la journée de l'engagement, qui devrait permettre de mettre autour de la table toutes ces parties prenantes pour réfléchir à ce qu'est aujourd'hui l'intérêt général et surtout à ce qu'on a envie d'en faire pour demain. Voilà, donc je pense que ce que disait Philippe, moi je le partage complètement. Je pense que la vraie question, elle est là. Et je pense que ce qui est une urgence, plus qu'une réflexion exclusivement chiffrée sur comment on répartit les ressources et qui va payer quoi, je pense qu'on a besoin de réfléchir à vers quoi on a envie d'aller, quelle société on a envie d'être. Voilà. Patrick et Philippe, si vous en êtes d'accord, François a conclu la table ronde. Et je vous libère et je pense qu'on peut les applaudir et vous remercier d'avoir joué le jeu.